Bien, bonsoir les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Bon, je commence à voir les noms des habitués. On ne s'est jamais rencontrés, mais ça peut arriver au détour d'un sentier, on ne sait jamais, d'une course, d'un événement. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des abonnés, c'est toujours sympa, faut pas hésiter à venir me voir. Je peux discuter avec tout le monde. Bon, ben voilà. Alors, on est un petit peu dans une phase de temps mort en ce moment, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de bruit lors du lancement des Phoenix 7 et des Epix, bien évidemment. Il y a Suunto aussi qui a lancé en même temps la Suunto 5 Peak, c'est passé un petit peu aperçu, ou en tout cas ça a fait moins de bruit. Et puis depuis c'est assez calme, il n'y a plus d'annonces. Là, de toute façon, février-mars, c'est vraiment la période creuse. On est après les cadeaux de Noël, on est après le CES de Las Vegas, on est avant le démarrage de la saison de triathlon et puis ensuite de toutes les week-ends de course. Et donc là, on sent bien qu'il y a un petit creux et qu'il y a beaucoup de questions qui se posent alors d'un côté, les gens qui hésitent à acheter une Phoenix 7, une Epix ou profiter des bons plans d'une promo sur une Phoenix 6. Et puis d'un autre côté, ceux qui hésitent à acheter une Phoenix 7 et une Epix parce qu'ils se disent, moi je préférerais une Tactix, moi je préférerais une Forerunner 955. Et puis ensuite, il y a tous les autres qui ne veulent pas particulièrement acheter une Garmin. Et donc, ces gens-là, ils attendent quoi? Ils attendent une Suunto avec de la carto, ils attendent peut-être une Coros Apex Pro 2. On a eu un petit frétillement au moment de l'annonce, ou en tout cas la fuite, juste avant l'annonce du partenariat avec Kilian Jornet. Donc voilà, ce soir, on va pouvoir parler de tout ça. Je vous laisse ouvrir le bal des questions. Il y a assez peu de fuites en ce moment. Il y a quand même une fuite. À la limite, je peux prendre la main de premier. La fuite que pour l'instant, j'ai encore pas relayée, ça concerne la Tactix 7. Donc, elle ne s'appellera pas Tactix Eco. Alors, pour vous placer cette montre, c'est la déclinaison des Phoenix pour une gamme militaire qui s'appelle Tactix. Garmin a donc lancé la Tactix Bravo. Je ne sais pas s'il y a une Tactix tout court. Moi, j'ai connu la Tactix Bravo, Tactix Charlie, Tactix Delta. Et là, on n'aura pas de Tactix Eco. Je pense que Garmin essaye de simplifier un petit peu le placement de ces montres. Ils en ont tellement. Donc, ils ont décidé de l'appeler Tactix 7. Les photos ont fuité sur Internet la semaine dernière. Je ne les ai pas partagées. Pas pour vous faire des cachotteries. Pas parce que je l'ai en test et que je le sortirai en exclu, donc vous n'aurez pas le test en exclu, en tout cas sur mon blog, mais tout simplement parce que ces photos, elles montraient juste on a 3 photos de la face avant, etc. Et on n'apprend rien en fait, à part de savoir qu'il y a une Tactix qui va sortir chez Garmin. D'après les écrans, on voit aucune nouvelle fonctionnalité. Enfin voilà, en gros, je vous dirais juste, il y a une Tactix 7 qui va sortir, elle ressemble à une Phoenix 7 X. Bon vous n'êtes pas plus avancé que ça. Donc dans ces cas-là, moi je préfère faire des dossiers un petit peu plus complets, comme ce que j'ai fait par exemple sur la fuite de Kilian Jornet et Coros. C'était vraiment un jeu de pistes. Vraiment une enquête, c'était super intéressant pour moi d'écrire cet article. J'espère que ça a été intéressant pour vous de le lire. Et du coup, là, quand c'est juste une photo pour vous dire Garmin va bientôt sortir une Tactix 7, alors je ne peux pas vous dire quand et je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura de nouveau dessus. Bon, j'estime que c'est pas intéressant et je ne cherche pas à faire du buzz pour du buzz. Je cherche vraiment à faire des choses intéressantes et utiles. Et donc, j'espère que vous m'en voudrez pas de vous maintenir ces petites cachotteries. Alors, je fais toujours des captures d'écran de ces photos pour que une capture d'écran plus une autre, si j'arrive à monter un bon petit dossier, là je vous sortirai un bon petit dossier sur la Tactix 7. J'ai vu passer la première question. Phoenix 6X ou Phoenix 7 non saphir? Question de Manuel. Eh bien, alors, je vais faire une réponse un petit peu plus générique que spécialement ciblant la Phoenix 6X.
surtout comparé à une Phoenix 7. Je comprends pas pourquoi c'est pas comparé à une Phoenix 7X. Et en fait, je me rends compte que souvent, vous hésitez entre deux modèles parce qu'ils ont des prix équivalents. Et pas parce que là, concrètement, c'est pas parce qu'ils cherchent une grosse autonomie ou un petit boîtier. Vraiment, j'imagine, Manuel, que tu as dû trouver un prix intéressant sur une Phoenix 6X et du coup, le pourcentage de promo te fait hésiter. L'autre chose qui rend la comparaison difficile, c'est que j'ai répondu justement à un message privé que j'ai reçu aujourd'hui à ce sujet. En fait, on trouve des prix complètement différents d'un site à un autre. Et j'ai l'impression que, je sais pas, par site distributeur, eh bien, Garmin fait des promos sur un modèle pour Iron. Et puis chez, je sais pas, Alltrix, ça sera un autre modèle. Et puis chez Terre de Running, ça sera un autre modèle. Mais en fait, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on trouve des super promos sur les Fenix 6 Pro, par exemple. Parce que chez Garmin, pour moi, pour l'instant, la meilleure promo que j'ai partagée hier, je crois, sur la page Facebook, c'était une promo d'une Fenix 6 Pro. Non, 6 Saphir. Et 6 Saphir Titane. Donc voilà, si vous commandez chez Iron, alors passez par un lien sur le blog, hein, comme ça je toucherai une commission, bien sûr, merci. Et bien, chez Iron, en ce moment, si vous voulez une bonne promo, c'est la Fenix 6 Saphir et la Fenix 6 Saphir Titane, celle qui a le bracelet orange. Et là, ouais, là c'est des super promos et ça vaut le coup. Et par contre, si jamais vous voulez une 6X Pro Solar, là je trouve que la réduction n'est pas géniale. Mais des fois, on trouve sur d'autres sites d'autres promos sur un modèle particulier. Donc je sais pas si chaque site gère ses stocks différemment et puis ils se disent vite, il faut qu'on les écoule, qu'est-ce qui nous reste en stock en grande quantité. Je ne sais pas si c'est organisé par Garmin qui dit bon Iron, je vous fais des prix sur la 6 Pro, 6 Saphir, Alltrix, je vous fais des prix sur la 6 non Pro, et puis Terre de Running, je vous fais des prix sur la 6X Solar. Voilà, je ne saurais pas l'expliquer. Mais aujourd'hui, clairement, bon, en termes de rapport qualité-prix, si vous, Manuel avait précisé version non saphir, donc c'est-à-dire que tu vas te passer de la précision du GPS double fréquence, alors oui, si c'était pour moi, je prendrais l'option d'une bonne promo sur une Fenix 6. Alors 6, 6X ou n'importe quoi, hein, mais pas juste 10% de réduc, bien un 25-30% de réduc. Là, j'opterais pour une Fenix 6. Question de Julien qui concerne cette fois les disponibilités des Phoenix 7. Alors, quel que soit le modèle, ou des Epix. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent comment on peut avoir, je vois sur Iron, je voudrais passer par ton lien, mais il n'y a pas le modèle noir que je voudrais. Ouais, bon là, en fait, depuis qu'elles sont sorties, les Phoenix 7, je sais pas si, bon, on a à peu près tous compris que Garmin a repoussé le lancement des Phoenix 7 et des Epix parce que il y avait une pénurie de composants électroniques. Je ne sais pas si en plus de ça, eh bien, les ventes ont dépassé leurs espérances. Je pense que sur les Pix, c'est vraiment vrai. À mon avis, sur les Pix, ils en ont vendu beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Et on y reviendra après quand vous me demanderez quand est-ce qu'il y aura une Epix en taille de boîtier 51 mm. Mais donc je pense que bien, tout ça cumulé fait que effectivement il y a des ruptures de stock et ça varie de semaine en semaine, quoi. Alors juste après le lancement, c'était carrément au jour le jour. Là maintenant, voilà, d'une semaine sur l'autre, on peut trouver un modèle blanc, un modèle noir. La semaine d'après, on ne le trouve plus. Bon, de toute façon, là, vous pouvez être sûr que jusqu'à la fin de l'année, le prix des Epix, il ne va pas évoluer. Il est le même sur tous les sites ou toutes les boutiques, si vous voulez aller dans une boutique physique de sport, de running, n'importe quoi. Donc bon, voilà, il n'y a pas trop à hésiter, hein. Sauf si votre anniversaire, ça tombe le 10 novembre. À part ça, sinon, vous pouvez acheter vraiment une Phoenix 7 n'importe quand, dès que vous la trouvez disponible. Laurent qui demande si des montres avec recharge à induction, ça existe. Alors oui, mais pas dans les montres qui sont très orientées sport. Moi, j'ai déjà testé, alors que je vous dise pas de bêtises comme ça de tête, hein, mais les dernières Huawei GT3 et GT Runner que j'ai testées, elles sont par induction.
Il me semble que j'ai testé une dernière Amazfit aussi qui était à induction. Bon, là, les dernières Samsung Galaxy Watch, la 4 et la 3 sont aussi par induction. Bon, voilà, je sais pas, c'est un truc plutôt montre connectée. Et les fabricants montres de sport, eh bien, ils ont conservé leur système de recharge par petits plots là, alors, franchement, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas passés à l'induction, parce que pour moi, recharge à l'induction, ben, c'est parfaitement étanche. Donc, enfin voilà, par définition, il n'y a pas de trou pour planter un connecteur dedans. Donc, je vois pas de problème pour que ça soit étanche à 100 mètres, même sur une montre outdoor. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils n'y sont pas passés. Est-ce que c'est un problème d'encombrement à l'intérieur, de mauvaise efficacité de la recharge? J'en sais rien. Voilà, concernant l'Apex Pro 2. Et là, pour le coup, il y a vraiment zéro fuite. Alors, c'est pas parce que l'annonce officielle du partenariat Coros Kilian Jornet a été faite en disant Kilian Jornet a choisi l'Apex Pro parce qu'elle est plus compacte et elle lui fournit toutes les fonctionnalités dont il a besoin. Ça ne veut pas forcément dire que Kilian n'est pas en train de tester une Apex Pro 2. Hein, on est bien d'accord. Il y a la partie des photos et la com officielle, et puis ensuite il y a la partie développement, test, etc. Cela dit, je pense vraiment pas que Kilian a aujourd'hui une Apex Pro 2. Je pense que son changement de partenaire entre Suunto et Coros, ça a vraiment dû se faire sur, je ne vais pas dire un coup de tête, mais sur une saisie d'opportunité, on va dire. Je pense que lorsque les gens de Coros et peut-être même directement le CEO, ils ont appris que Kilian allait quitter la majorité de ses partenariats, Salomon et Suunto compris. À mon avis, ils ont saisi l'opportunité parce que, honnêtement, Kilian n'avait pas forcément besoin de quitter Suunto puisque Suunto ne fait plus partie du groupe Hammer Sport dont fait partie Salomon. Donc Kilian a lancé sa marque de vêtements et de chaussures de sport. Il aurait très bien pu garder sa marque de montres de sport. D'autant que Suunto a des montres. Alors quand on sait que Kilian a lancé une marque vêtements et chaussures éco-responsables, bon je ne vais pas regarder le détail du narratif, hein, mais pour le coup, les montres Suunto, elles sont assemblées en Finlande, les montres Coros, elles sont assemblées en Asie. Donc on va dire que Suunto aurait été peut-être plus dans la démarche. Mais bon, il a fait le choix de quitter Suunto pour Coros. Je pense que c'est plus une saisie d'opportunité de la part de Coros plutôt que de chercher un testeur ou des gens pour tester les nouvelles fonctionnalités. Bon, cela dit, c'était bien marqué dans le communiqué de presse hein, qu'ils allaient s'appuyer maintenant sur Kilian pour profiter de ses idées de fonctionnalités sur les montres, etc. Donc bon, ça fait encore un passionné de sport et de montagne en plus pour donner des idées après aux développeurs et aux ingénieurs de chez Coros. Donc bon, je pense que ça leur bénéficiera, mais à mon avis, pas dans le court terme. Ce n'est pas sur 2022 qu'on verra la patte de Kilian sur la prochaine montre Coros. Donc après, en dehors de ça, il n'y a pas d'autre fuite sur ni l'Apex 2 ni l'Apex Pro 2. Alors, étant donné qu'il y a très peu de différences, il n'y en a pas en fait, hein, il n'y a que des différences de hardware entre la Vertix et l'Apex Pro, on peut se dire que si Coros veut sortir une montre rapidement, eh bien, ils peuvent décliner une Vertix 2 en Apex Pro 2, à mon avis, très facilement. Après, ce qui sera pour moi le plus intéressant, ça va être de voir le positionnement qu'ils vont donner à l'Apex. Quel sera le package de fonctionnalités qu'ils vont donner à l'Apex? Est-ce que ça sera une mini Apex Pro ou est-ce que ça sera une montre vraiment intermédiaire avec un peu moins de fonctionnalités outdoor que l'Apex Pro, c'est-à-dire pas de carto, et un peu plus de fonctionnalités outdoor que la Pace 2? Moi, je pense que c'est une montre qui aurait sa place, c'est-à-dire une montre outdoor mais sans carto, petit format, et puis ensuite au-dessus, ils auront l'Apex Pro 2 et la Vertix 2 avec carto. Alors, le tactile sur les prochaines montres Garmin.
Bon, moi je pense que il faut s'y résoudre, hein. Petit à petit, toutes les montres auront un écran tactile. C'est la marche des choses. C'est comme toutes les voitures ont des vitres électriques. Ben voilà, il y a quelques années, les gens disaient que c'était nul les téléphones qui allaient sur Internet. Ils disaient qu'un téléphone c'était fait pour téléphoner. Bon, maintenant, plus personne ne remet en doute l'intérêt du smartphone, hein. Donc voilà, l'écran tactile, toutes les montres y passeront. Suunto, et puis en même temps, la position de Garmin, elle était indéfendable. Suunto est passé au tactile, Polar est passé au tactile, Coros est passé au tactile. À chaque fois, le tactile, on peut le désactiver si on veut et utiliser les boutons. Donc l'argument de le tactile sur une montre de sport, quand on a les doigts pleins de sueur, c'est nul, c'est pas un argument qui tient. Donc voilà, moi je pense que c'est la marche normale des choses et que toutes les montres connectées vont aller vers le tactile, vers l'écran couleur. Voilà, alors sauf peut-être quelques ovnis comme l'Instinct, parce que là, on a vraiment une montre qui vise autre chose que le beau, pratique et montre connectée. Donc là, voilà, il y aura peut-être encore de la place pour quelques montres particulières comme l'Instinct, mais sinon ce sera du tactile surtout. Et là, quand on regarde hein, les Garmin, maintenant il n'y a plus que les Forerunner, donc Vivoactive, Venu, c'est en tactile, Fenix et Epix en tactile. Bon, quand est-ce qu'ils passeront en Forerunner? Après, je ne sais pas d'un point de vue budgétaire, enfin financier, si c'est plus cher un écran tactile que non tactile. Bon, là, ça fait des années qu'on a des écrans transréflectifs à 240 par 240 pixels. Je pense que c'est juste parce que c'est la base maintenant. Donc tout le monde prend ça parce que c'est l'écran le moins cher. Et je pense que dans quelques années, l'écran le moins cher, ça sera du AMOLED 360 par 360 tactile. Et tous les fabricants prendront un écran AMOLED 360 par 360 et tactile. C'est tout. Titi, le meilleur tactile pour l'instant entre les 4 marques. Alors, je vais faire une réponse un petit peu compliquée. C'est ça l'intérêt de m'écouter. Alors, non pas que si je peux parler des heures, mais Polar est pas très bien. Polar, c'est pas très réactif. En plus, eux, ils n'ont pas un défilement où quand on fait un swipe, on passe à l'écran suivant. En fait, il faut imaginer un grand écran vertical. Et puis, ben, chaque fois qu'on bouge, on le fait monter un petit peu ou descendre un petit peu, ce grand rectangle. Ce qui fait que le haut de l'écran et le bas de l'écran sont coupés parce que ben, forcément, on affiche un écran rectangulaire dans une fenêtre ronde. Donc bon, pas super. Du coup, j'utilise pas beaucoup le tactile chez Polar. Ensuite, une autre marque chez qui j'utilise pas beaucoup le tactile, eh ben, c'est Coros. Mais là, c'est pas parce que le tactile est mauvais, c'est parce qu'en fait, bouton plus molette, c'est déjà une super interface. Donc en fait, j'utilise quasiment pas le tactile chez Coros, sauf si j'ai besoin sur la cartographie. Et encore pas beaucoup, puisqu'on zoom, dézoom avec la molette. Mais sinon, pour tout le reste, je préfère faire défiler les écrans avec la molette plutôt qu'avec le tactile. Suunto, il y a un peu de lag, c'est-à-dire que finalement, moi je trouve que quand on connaît bien le menu et qu'on sait ce qu'on cherche, eh ben, je vais plus vite en appuyant 3 fois sur le bouton du haut, 2 fois sur le bouton du milieu, plutôt qu'en faisant ça. Donc là aussi, Suunto, j'utilise régulièrement les boutons. On va dire Suunto, je fais du moitié-moitié, bouton et tactile. Et sur les Fenix, j'utilise encore beaucoup. Alors, j'utilisais pas forcément beaucoup le tactile alors, j'utilisais sur les Venu, les Vivoactive, parce que là, pour le coup, on était obligé de faire certaines manips avec le tactile. Là, au départ, sur les Fenix, je l'utilisais assez peu, mais finalement, Garmin a bien retravaillé l'interface, qui fait que maintenant, on n'a pas juste un tactile qui fait défiler de haut en bas et de gauche à droite. Je vous l'ai montré dans une vidéo sur Instagram. Si on appuie sur un champ de données, par exemple, eh ben, on zoome et on ouvre le widget en question. Donc là, par exemple, hop, ouais, je ne sais pas si ça va rendre à l'écran, mais si j'appuie là, sur le widget du nombre de pas,
hop, j'ouvre le widget d'activité quotidienne du nombre de pas. Et donc ça, pour le coup, c'est une interface tactile qui est intéressante parce que là, pour le coup, on gagne du temps. Si, vous savez, hein, la liste des widgets chez Garmin, elle est super longue. Donc là, je sais pas, moi je dois avoir une dizaine de widgets activés. Bon, bah là, pour le coup, un maintien sur l'écran et je vais directement sur le widget de nombre de pas. Et ben, c'est plus rapide que de faire défiler 4 widgets, même en appuyant très vite sur les boutons. Donc oui, sur l'Epix, parce que plutôt qu'une Phoenix, j'utilise l'Epix. Là, je préfère l'écran. Et puis l'autonomie me suffit largement. Donc ouais, sur l'Epix, j'utilise assez le tactile. Oui, bah voilà, du coup Jean-Louis confirme ce que j'ai dit. Il avait oublié que sa Vertix 2 est tactile. Et oui, alors ce cas c'est que à la différence de Garmin, Coros, eux ils ont désactivé le tactile fonctionne pas partout, fonctionne pas pour tout le tactile. Donc du coup s'il faut se souvenir de quand est-ce que le tactile fonctionne, quand est-ce qu'il fonctionne pas, puis de toute façon il y a la molette, ça marche très bien. Question que on a dû me poser, je sais pas, peut-être pas 100 fois encore, mais vraiment beaucoup de fois depuis le 18 janvier et la sortie de l'Epix. C'est quand est-ce que Garmin va sortir une Epix avec un boîtier de 51 mm, c'est-à-dire en gros une Epix X, ou une Epix 2X. Si on imagine 3 tailles de boîtier, 2S, 2X. Là aujourd'hui, ils ont fait qu'un boîtier 47 mm, le boîtier du milieu. Alors moi, mon impression, mon analyse, c'est que en fait, je pense que Garmin, ils ont voulu tester le marché. Ils ont voulu tester le marché en sortant un équivalent de Phoenix avec écran AMOLED. Et plutôt que de faire un all-in et de dire on arrête les Phoenix avec écran transeffectif, on passe à l'écran AMOLED pour tout le monde. De toute façon, maintenant il y a assez d'autonomie, 46 heures, c'est bon. Eh bien, ils se sont dit bon, on va sortir une déclinaison avec un écran AMOLED. Et on le sait, hein, en termes de coût de production, s'il fallait sortir 3 boîtiers différents, ça veut dire qu'il faut intégrer dedans 3 tailles d'écran différentes, ça fait 3 tailles de batterie différentes en dessous. Les développeurs, il faut qu'ils adaptent les watch face à 3 résolutions d'écran différents. Vous imaginez un peu toutes les conséquences qu'il y a derrière. Donc forcément, ça coûte plus cher. Et donc si c'est pour faire un test, pour voir si ça se vend bien ou si ça se vend mal, je pense que ça les intéresse pas trop. Donc à mon avis, ils ont fait un test en ne lançant qu'une taille, une taille intermédiaire, et ils vont nous faire comme ce qu'ils ont fait sur la Venue, comme ce qu'ils ont fait sur l'Instinct, c'est-à-dire lorsqu'ils lancent un modèle en une taille et que ça marche bien, l'année suivante, ou en tout cas l'itération suivante, dans 1 an et peut-être 2 ans au pire, là, ils vont la sortir en plusieurs tailles de boîtier. C'est ce qu'on a vu sur la Venue. La Venue, il y avait qu'une taille de boîtier. Maintenant, il y a la 2S et la 2. C'est ce qu'ils ont fait sur l'Instinct. Il n'y avait qu'une taille de boîtier. Maintenant, il y a l'Instinct 2, l'Instinct 2S. C'est ce qu'ils ont fait sur la Vivo Active. Il y avait la Vivo Active 3, la Vivo Active 3 Musique. Maintenant, il y a la Vivo Active 4S, la Vivo Active 4. Et donc, à mon avis, alors, pour le coup, faut pas rêver. Je pense qu'ils ne sortiront pas une Epix 2X. À mon avis, ils vont attendre la prochaine itération. Mais du coup, je pense que Garmin va sortir une Epix 3S, une Epix 3 et une Epix 3X. Et en plus, je vais vous l'annoncer, ils vont sortir ça avec des versions Solar. C'est quelque chose qui est sorti sur le net. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une fuite, je me souviens plus trop de la source. Non, c'est un brevet. Garmin a déposé un brevet pour un écran AMOLED avec recharge solaire. Donc là, c'est quelque chose qui avait surpris, j'imagine, beaucoup de gens, moi aussi, hein, c'est de se dire, l'écran AMOLED, s'il consomme plus que l'écran transréflectif d'une Phoenix, et pourtant la recharge solaire, elle est sur les Phoenix, et elle n'est pas sur les Epix. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu bizarre comme emboîtement. Eh bien, visiblement, ça doit être un problème technologique où c'est pas si facile que ça d'intégrer des panneaux photovoltaïques sur un écran AMOLED alors qu'ils savent le faire sur un écran transréflectif. Et bien voilà, là cette fois ils ont un brevet pour un écran AMOLED Solar. Donc
je vous annonce, on aura des Epix 3S, Epix 3, Epix 3X. Ça, c'est pas sûr, c'est mon intuition. Et puis, on aura des versions sûrement non Solar et des versions Solar. Ça, vous pouvez en être à peu près persuadé. Une prochaine Suunto. Eh bien, chez Suunto, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Il manque pas forcément grand-chose, mais ça va pas être facile. En fait, eux, ce qui leur manque, c'est une montre avec de la cartographie et une bonne autonomie. Là, aujourd'hui, ils ont une montre, la Suunto 9 Peak, qui a une bonne autonomie, mais uniquement en mode Fuse Track, 120 heures. Hein, donc mais bon, 120 heures, en fait, c'est l'équivalent d'une Vertix 2 et d'une Phoenix 7X Solar. Sauf que c'est que pour la course à pied que Fuse Track fonctionne bien. Sinon, l'autonomie de la Suunto 9 Peak, c'est 25 heures. Alors 25 heures pour la taille du boîtier, pour son gabarit, c'est très bien. Quand on compare ça à une Phoenix 7S, c'est pas mal. Quand on compare ça à une Apex de Coros, c'est bien. Sauf que, à côté de ça, maintenant, il manque la cartographie. Et donc, pour répondre à ce besoin-là, parce que Suunto, on les attend sur l'outdoor. Pour répondre à ce besoin-là, ils ont la Suunto 7 qui, elle, pêche vraiment par l'autonomie. Alors, c'est à peu près sûr, la Suunto 7 ne recevra pas la mise à jour de Wear OS qui change beaucoup de choses. Ça, vous pouvez aller lire le test de la Samsung Galaxy Watch 4 pour voir un petit peu le bond que ça représente en termes de capacité. Donc là, voilà. Première possibilité, c'est une Suunto 7 Peak qui tourne sous Wear OS 3. Mais moi, quand j'ai fait mon test de la Samsung Galaxy Watch 4, il n'y avait pas tellement d'amélioration de l'autonomie par rapport à une autre montre Wear OS. Ce qui déjà pour Samsung qui avait des montres connectées qui arrivaient entre 2 et 4 jours d'autonomie quand ils tournaient sur leur propre OS qui s'appelait Tizen, maintenant ils sont passés sur Wear OS 3 et donc on est maintenant sur 1 à 2 jours d'autonomie. Donc voilà, donc si Suunto poursuit sur cette voie, c'est la voie, on va dire, facile pour avoir la cartographie, parce que ça fonctionne déjà, et donc s'il y a une évolution de Suunto 7 Peak, ça sera relativement facile. Mais ce n'est pas la voie qui va permettre de concurrencer Coros et Garmin sur la cartographie. Donc l'autre voie, c'est un développement en propre et d'une nouvelle montre, une Suunto 10, Suunto 11, je ne sais pas s'ils garderont des nombres impairs ou juste des incréments de 1 à 1. Bon voilà, une Suunto 10, Suunto 11, mais alors là pour le coup il y a zéro fuite, il n'y a pas d'infos, donc on ne peut pas savoir si ça sortira avant l'été ou pas. Bon, c'est-à-dire on peut se dire que Suunto va sortir une montre cette année. Là la Suunto 9 Peak a été annoncée le 19 janvier, je crois que c'était le lendemain de la Phoenix 7. Donc on peut se dire que c'est une montre qui était prévue de sortir en 2021 et qui a été retardée à cause de la pénurie de composants électroniques. Suunto, ce n'est pas une marque qui va sortir 3 nouveaux modèles par an, mais si on considère que la Suunto 9 Peak était prévue pour 2021, alors ils vont sortir une nouvelle montre en 2022. Maintenant, reste à savoir si... J'ai dit Suunto 9 Peak ou Suunto 5 Peak? Je pensais Suunto 5 Peak. Hein. C'est la Suunto 5 Peak qui a été annoncée le lendemain des Phoenix 7. Donc si on considère que la Suunto 5 Peak devait sortir en 2021, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle montre Suunto qui va sortir en 2022. Est-ce que ça sera une Suunto 7 Peak? Est-ce que ça sera une Suunto 11? Impossible à dire. Voilà, remarque de Lionel. On revient sur l'amortissement des coûts de développement, d'intégration, d'achat en masse de hardware sur les Phoenix. Là, j'ai lu aujourd'hui que Garmin faisait une déclinaison de l'Epix en D2 Mach 1. Alors D2, c'est la série des montres Garmin qui ciblent l'aviation, les pilotes, etc. Jusqu'à maintenant, c'était jusqu'à peu, donc jusqu'à il y a 1 an, c'était des déclinaisons de Phoenix. Donc à chaque nouvelle série Phoenix, vous savez, il y avait la Quatix qui cible les sports nautiques, la Tactix qui cible les militaires,
La D2, elle ciblait les pilotes. L'année dernière, ils ont... Et puis, ce qui est nouveau là depuis l'année dernière, c'est que maintenant, ils font aussi d'autres déclinaisons. Donc, l'année dernière, ils avaient aussi sorti une déclinaison D2, je sais plus quoi, qui était une base de Venu 2. J'ai vu que cette année, ils ont sorti une descente, alors une descente G1, je crois, G12, qui est une déclinaison de l'Instinct 2 pour la plongée. Ils avaient déjà les descentes MK2 qui étaient des déclinaisons de Phoenix 7 pour la plongée. Ben là, ils font aussi ça pour une Instinct 2. Et donc là, ils sortent encore une nouvelle corde à leur arc en déclinant une Epix pour l'aviation. Donc en fait, ils multiplient comme ça les modèles en ciblant à chaque fois un ou deux besoins d'un nouveau segment avec une ou deux fonctionnalités particulières. Et puis, en fait, à chaque fois, ce modèle particulier est vendu plus cher que la Phoenix de base. Et puis, eux, par contre, ils ont amorti la majorité de leur recherche, l'achat en gros. Ils changent juste la forme de la lunette. Et puis, le tour est joué. Christophe, est-ce que Coros va améliorer le mode carto? Alors, j'ai fait une publication pendant mes vacances de février sur la cartographie de la Vertix 2, donc la carto de Coros, puisque c'est la même sur toutes les montres. Et ils ont déjà amélioré un petit peu le rendu du contraste en mettant des petites lignes autour des routes. Donc ça améliore le contraste quand on l'utilise, quand je l'ai utilisé sur des sorties raquettes et ski de randonnée par exemple. Même si en ski de randonnée, je ne suis pas forcément les chemins. Mais voilà, ça m'a permis de vous montrer ça. Et donc, passage, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner au compte Instagram. En fait, ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui se passe quand je suis en train de faire un test, tant que le test n'est pas publié. Habituellement, je mets à peu près un mois pour faire un test complet. Et donc, si vous ne voulez pas attendre un mois avant que je sorte le test complet, vous pouvez aller voir sur Instagram et au fur et à mesure, je vous présente les nouveaux écrans, les nouvelles fonctionnalités, bref, ce que j'utilise dans la vie de tous les jours, quoi. Donc maintenant, le prochain bond que doit faire Coros, c'est de rendre leurs cartes routables. Alors techniquement, leurs cartes, elles sont routables à l'origine parce que leur cartographie, elle est construite à partir de données OpenStreetMap. C'est exactement la même source que Garmin ou que Alexi pour la fameuse carte d'Alexi dont je vante les mérites depuis des années. Donc la base, la source, c'est la même. Ce qu'il y a après, voilà, c'est un truc d'informaticien, c'est l'encodage du truc, bref. C'est peut-être pas si simple que ça d'arriver à rendre leur carte routable. C'est peut-être pas si compliqué que ça. Franchement, j'en sais rien. Mais clairement, ça va être tout comme on attend Suunto sur la programmation des entraînements complexes. J'ai vu Manuel qui posait cette question. Je pense que voilà, maintenant on va attendre Coros sur les fonctionnalités de navigation. Coros, en 2 ans, ils ont apporté Evolab, Training Hub. Donc maintenant, pour tout ce qui est programmation d'entraînement, que ce soit seul, avec un coach, à la séance ou bien sur un calendrier de saison complète, l'analyse après des données sur le Training Hub. Bon voilà, là, ils ont fait un bond en 2 ans qui était vraiment fantastique. Et puis en parallèle, sur le l'outdoor, ils ont apporté la cartographie, mais en faisant, je ne vais pas dire en faisant la moitié du chemin, parce qu'ils ont déjà fait plus que Suunto et Polar, mais ils doivent encore faire un gap. Ah voilà, vous avez même la réponse du master carto Alexis. Il dit que c'est simple. Ah non, il dit que c'est pas simple. C'est bien ce que je pensais. Là, Coros, c'est un fond d'écran en fait, comme un fond d'écran d'ordinateur. Et je pense que à partir de ce fond d'écran, arriver à dire à la montre, il y a un chemin qui passe par là, un chemin qui passe par là, un chemin qui passe par là. Après, le petit moteur de calcul pour que l'itinéraire soit le plus court, je pense que c'est facile. Mais arriver à joindre une image et le moteur de calcul d'itinéraire, ça ne doit pas être si simple que ça.
Donc voilà, ça va être, à mon avis, forcément le prochain step de développement de Coros. Là, bon, je pense qu'ils annonceront une montre. Une montre, ça sera leur prochaine grosse annonce. Fin 2021, il y a eu le Training Hub. Donc voilà, à chaque fois, ils avancent une mise à jour côté logiciel, une nouvelle montre, une mise à jour, une nouvelle montre, une mise à jour, une nouvelle montre. Donc là, l'appli et le Training Hub ont bien avancé et je pense qu'il va falloir qu'ils travaillent sur le routage de leurs cartes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je mets un holà à chaque fois que je vois des gens parler, écrire ou dire que Coros c'est comme Garmin en moins cher. Ben, honnêtement, non. Mais alors, pas du tout quoi. Quand on fait la liste chez Garmin de tous les outils de navigation, la création d'itinéraires en boucle, la création d'itinéraires vers un point d'intérêt, la création d'itinéraires vers des coordonnées GPS, la création d'itinéraires vers le point de départ, le recalcul d'un itinéraire à partir de la cartographie, si jamais on s'est écarté de l'itinéraire qui était prévu au départ. Bon ben voilà, tout ça, Coros ne le fait pas. Coros, si vous voulez faire de la navigation, ben, il va falloir regarder la carte sur le petit écran et se dire, bon, est-ce que si je passe par ce chemin, ah ouais, non, ça a l'air un peu plus long, est-ce que si je passe par là, voilà. Donc bon là, clairement, alors après, c'est pas forcément utile à tout le monde, hein. Donc peut-être que si vous n'utilisez pas toutes ces choses-là, eh bien, il vaut mieux prendre une Coros un peu moins chère qu'une Garmin un peu plus chère. Concrètement, hein, une Vertix 2, c'est quand même 600 €. Bon, une Epix, c'est 1000. Donc c'est sûr que si ça vous suffit si ça suffit l'aide à la navigation qu'apporte la cartographie, parce que c'est vrai que ça rend ça rend l'itinéraire plus lisible quand on cherche son chemin, qu'on veut être sûr s'il faut prendre la patte de doigt comme ça ou la patte de doigt comme ça. Là, je suis d'accord, la cartographie, ça apporte un plus en termes de lisibilité. Donc si ça vous suffit, bah oui, c'est pas la peine de mettre 400 € de plus juste pour avoir des routages en plus. Maintenant, dire Coros c'est la même chose que Garmin en moins cher, bah non, c'est pas la même chose encore. Quelle est l'autonomie d'une montre avec la navigation activée moins 50% sur le mode GPS? Non. Non, je pense pas que ce soit autant que moins 50%. Avec un écran transréflectif, ça change pas grand-chose. En fait, ce qui consomme plus quand on est en navigation, c'est la mise à jour de la cartographie. Donc si vous êtes juste sur du suivi d'itinéraire, un trait sur fond noir, moi j'ai jamais mesuré de grosses différences. Et puis après, c'est aussi toutes les alertes. Donc c'est pas seulement la navigation, mais par exemple, ben, voilà, chaque alerte turn by turn, vous avez souvent l'écran qui s'allume, donc il y a le rétroéclairage qui s'allume, vous avez le moteur de vibration qui se déclenche, vous avez l'écran qui bascule d'un affichage et qui après revient sur la carto. Bon, concrètement, j'ai jamais vraiment fait d'études. Là où j'ai fait très attention à ça, c'est sur le test de l'Epix. Parce que là, je me disais, oulala, oui, écran AMOLED, affichage permanent, cartographie et suivi d'itinéraire, ça va être désastreux. Et je ne me souviens pas des chiffres de tête, mais j'avais été surpris justement que l'autonomie soit aussi bonne. Alors, si vous voulez aller voir ça, hein, vous allez voir sur le test de l'Epix que j'ai publié il n'y a pas longtemps, donc il doit être dans les derniers articles du blog. Puis là, vous descendez directement au paragraphe autonomie et vous verrez que là, sur le test de l'Epix, j'avais spécialement fait des essais autonomie, bon, bien sûr, écran allumé, écran en extinction automatique. Et ensuite, j'avais fait des tests écran allumé en permanence, avec ou sans suivi d'itinéraire. Et j'avais pas vu beaucoup de différence. Sinon, dans les rumeurs que j'ai vues aujourd'hui, alors ça va pas forcément vous intéresser, j'ai vu passer une Fitbit Versa 4.
Mais là, c'est juste pour dire que Fitbit va sortir une Versa 4. Bon, on s'y attend, hein, ça va être la première montre Fitbit sous Wear OS. Ça, par contre, bon, voilà, ça va être à voir ce qui aura évolué, voir ce que l'association Fitbit Google va donner. Et après, bah, bien sûr, hein, il y a Forerunner 955, 255. Ça, c'est des montres qui, je pense, sont très attendues, en tout cas des retours que je vois. Et bah, pour l'instant, il n'y a pas de fuite, rien. Alors, il y aura toujours le même débat de est-ce qu'il y aura une 655 ou pas. De toute façon, la 645, elle est tellement vieille que je pense que... Enfin, je n'ai même pas regardé si Garmin l'alignait encore. L'an dernier, ils l'alignaient encore dans leur gamme. Là, je ne sais même pas si cette année, ils l'alignent encore comme étant une vraie montre. De toute façon, comme elle est de génération vraiment plus ancienne que les autres. La 245, je pense qu'elle se défend encore très largement, hein. 24 heures d'autonomie, suivi d'itinéraire, programmation d'entraînement. Voilà, je pense qu'elle fait vraiment le job. Et voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin de sortir une 655 si la différence, c'est juste qu'il y aura un Altibaro, bon, bah, à ce moment-là, autant dire que la 745, c'est la Forerunner plus haut de gamme que la 245. Donc voilà. Et en même temps, bah, la 945 LTE, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, elle est sortie juste l'été dernier. Donc est-ce qu'ils ont intérêt à sortir une 955 LTE maintenant? Je pense que ça fait un peu proche. Donc est-ce qu'ils vont peut-être pas faire d'abord le rattrapage de la 745 LTE? Est-ce qu'une 245 LTE... Bon, une 245 LTE, je suis pas sûr que le côté encouragement pendant les courses, les messages, etc., ça soit très intéressant pour la cible. Par contre, le côté sécurité, là pour le coup, LTE, de toute façon, ça sera adapté à toutes les montres qui visent des courses sur route, donc triathlon, course à pied, dans Paris, dans un bois pas trop loin, mais voilà, pas sur l'outdoor. Donc voilà, on ne verra pas de LTE sur les Fenix 8, je pense pas. Ou alors c'est que les Fenix deviennent des montres, alors c'est pas qu'elles deviennent des montres lifestyle, mais on va dire que voilà, si Garmin décide que dans les Fenix il doit y avoir tout ce qu'ils proposent sur les autres montres, alors oui, ils pourront mettre du LTE, mais vous voyez, ils l'ont pas fait cette année sur les Fenix 7. Tout simplement parce que voilà, en montagne, vous ne pouvez pas vendre une montre, une Fenix 7 en disant elle fera tout partout en outdoor et en fait faire croire aux clients. Je pense que ça serait assez risqué de faire croire aux clients que suffit de faire un appel SOS et ah ben non, vous n'aviez pas compris, il fallait qu'il y ait du réseau. Alors les lunettes Ngo, je les ai en test. Simplement, j'ai pas fait beaucoup de vélo ces derniers temps et donc j'attends de pouvoir les tester un peu plus à vélo. J'ai mis pas mal de temps à m'y habituer. Alors déjà parce que on peut pas les conserver avec des lunettes. Donc ça a été mon premier frein. Vous voyez, vélo de route sans lunettes. Bon, donc enfin VTT sans lunettes déjà, j'y compte pas. Bon, voilà, j'essaye de voir un peu différentes situations. J'ai mis pas mal de temps à m'habituer au niveau du regard. Et donc, plutôt que de faire un test un peu rapide en vous disant wow, c'est de la merde, je préfère d'abord être sûr de bien les utiliser, de trouver comment bien les utiliser avant de vous faire part de mon retour. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les lunettes Ngo Eyewear, c'est des lunettes qui font une vision tête haute. J'avais testé les swim goggles. Donc ça, c'était des lunettes pour la natation qui projettent dans un écran. En fait, on a l'impression que l'écran il est un petit peu loin, hein, mais le projecteur il est juste là. Et donc là, pour le coup, ça marchait bien en natation. J'avais bien aimé parce que bah, de toute façon, un gadget, quand c'est nouveau et c'est cool, ben, voilà, on peut que aimer, quoi. Donc les lunettes, c'était sympa. En fait, on voyait projeter son allure à sa distance en direct en nageant.
Et là, c'est un peu la même chose, mais sur des lunettes de soleil. Alors, elles sont compatibles Garmin, oui, Michael. Je les utilise avec une application Connect IQ. Et d'ailleurs, du coup, j'avais pas eu de problème jusqu'à maintenant avec la limitation des 2 champs de données Connect IQ. Mais maintenant, bah, ça y est, j'ai des problèmes parce que j'utilise Connect IQ pour connecter mon Stride. J'utilise maintenant pour les Engo Eyewear et j'utilise aussi, j'ai un autre capteur qui est un capteur de température qui s'appelle Core Temp. Core, un capteur Core, je crois que la marque c'est Core. Et donc là apparemment c'est quelque chose alors, qui est sorti sur la mise à jour avec la dernière mise à jour de Coros. Coros ils ont une intégration native, alors je sais pas pourquoi Garmin, là pour le coup, il y a un jour, peut-être que voilà, les intégrations natives de Coros, que ce soit pour le Stride ou le Core, eh ben, ça rend quand même les choses plus faciles. Déjà plus pratique, il y a moins de choses à télécharger, etc. Et c'est plus facile. On connecte le capteur en Bluetooth, terminé, ça marche. Là, chez Garmin, il faut télécharger un champ de données Connect IQ, il faut l'intégrer dans le profil sportif avec lequel on veut utiliser l'accessoire. Bon, donc là aussi, ça fait gagner du temps pour les développeurs Garmin, mais c'est pas super pratique pour l'utilisateur. Et donc là, voilà, c'est un capteur. Alors, ce qu'ils vendent, c'est de gérer ces séances, par exemple de fractionner, avec la partie de la température corporelle. Donc là, bon, j'ai fait des séances de course à pied dehors, il faisait pas très chaud, donc bon, pour l'instant, le capteur me disait que j'étais à 37, 37,2, 38. J'ai encore pas fait de grosses séances où la température corporelle monte, et ensuite de grosses séances au chaud pour voir comment ça servir. Puis voilà, il faut que je me documente un peu, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Ça fait déjà un petit moment que je me suis documenté sur la puissance en course à pied, donc là je peux vous en parler de façon un peu plus à l'aise. Là je ne sais encore pas comment peut servir un capteur de température pour doser ses entraînements. Alors Laurent, qui dit que l'évolution est trop rapide pour lui, il y a 15 ans il courait avec son podomètre Décathlon à ceinture. Eh bien moi tu vois, il y a 10 ans, c'est même encore pire, il y a 10 ans j'ai fait mon premier semi-marathon, ma première course officielle, et je l'ai faite avec un chrono. C'était il y a 11 ans. Voilà, il y a 11 ans, je faisais ma première course officielle, je l'ai fait avec un chrono. Le parcours, il était fait par l'organisation, donc j'avais confiance dans le fait qu'il faisait 21,1 km. Et puis ensuite, j'ai géré mon allure aux sensations, en essayant de me raccrocher avec les gens autour de moi pour me servir de lièvre. Et puis, c'est tout. Maintenant, maintenant on en demande beaucoup plus. Alors moi, ça m'éclate. Hein. Moi, franchement, je suis comme un gamin. C'est Noël. C'est pas Noël tous les jours, mais des fois, j'ai besoin. J'ai besoin de quelques échanges de mails. Quand je vois un truc, je me dis oh putain, il faut que je teste ça. Et voilà, il faut encore que je cherche un peu, j'échange des mails pour essayer d'arriver à l'avoir en test. Et quand j'arrive à l'avoir en test, je suis tout content. J'ai des nouvelles choses et je cherche un câble pour le charger, à le coupler en Bluetooth, voir comment ça marche, créer un compte sur l'appli. Bon voilà, je pense que vous connaissez ça, que ce soit dans le sport ou d'autres domaines, d'autres passions. Hein. Voilà, maintenant le blog, je crois que c'est la 7e année, je crois que j'attaque la 7e année du blog. Et initialement, je n'avais pas du tout imaginé que ça finirait comme ça, donc ça aboutirait à quelque chose comme ça. Donc voilà, j'en profite, alors pas tous les jours parce que je suis pas blogueur testeur professionnel, c'est pas mon activité principale, donc je fais ça sur mes temps libres, mes temps morts, mais quand je peux, voilà. Mais en tout cas pour moi c'est super intéressant parce que je pense que je m'entraîne maintenant beaucoup mieux pour le coup que il y a 11 ans quand je faisais mon premier semi-marathon. Voilà, je pense que avant je m'entraînais juste avec un chrono, mais je pense que
Depuis que j'ai le blog montrecardiogps.fr, eh bien j'ai appris beaucoup sur l'entraînement et bon, je ne fais pas de coaching. Il y a des gens qui me contactent parfois pour leur faire des plans d'entraînement et ben, en fait je décline tout le temps. Je suis pas entraîneur, donc en fait je comprends les principes, je connais les accessoires. Mais après, je ne saurais pas comment optimiser complètement une saison. Je sais comment optimiser une séance de fractionné, je sais comment utiliser, comment gérer sa course à la puissance sur un marathon. Voilà, je sais faire plein de choses, j'essaie de vous en faire partager. Bon, c'est simple, hein, je vous fais tout partager. Je vous fais, je partage tout. En fait, il y a même des gens qui me disent, mais en fait, tout ce que tu mets sur ton blog, tu devrais le vendre, tu devrais te faire entraîneur et vendre tout ce qu'il y a. Bon, bah, il n'y a pas que ça dans la vie. Moi, ça m'éclate pas mal. Après, il y a pas mal de gens qui me contactent aussi pour avoir mes liens affiliés pour commander chez Iron, par exemple. Bon, là, vous passez sur le blog, vous cliquez sur n'importe quel lien Iron et puis ça marche. Donc, c'est tout simple, ça coûte pas plus cher pour vous. Moi, ça fait qu'au moins le blog ne me coûte rien, je gagne un peu d'argent et ça me suffit, c'est très bien. Voilà, je suis pas professionnel, j'ai pas le couteau sous la gorge parce que comme c'est pas mon activité principale, j'ai pas besoin de ça pour payer mon loyer. Donc moi, en fait, j'en profite. Je pense qu'on a fait le tour de. Alors, je m'étais fait un petit papier de toutes les montres dont je pouvais parler ce soir et j'ai parlé de tout sauf de la Vivo Active 5, l'Enduro 2. Voilà. Est-ce qu'il y a une place? Est-ce qu'il y a une place aux côtés des Phoenix 7? Maintenant qu'elles ont une telle autonomie, est-ce qu'il y a une place aux côtés des Phoenix 7 pour une Enduro 2 sans cartographie? Bon, moi je me posais déjà la question de savoir s'il y avait une place pour l'Enduro 2. Enfin non, déjà une place pour l'Enduro première du nom. Je ne sais pas si elle s'est bien vendue, mais bon, je trouvais que l'augmentation d'autonomie n'était pas si énorme que ça. Et elle était vendue plus cher, sans cartographie. Bon. Et puis, ben voilà, Vivo Active 5, à voir. Est-ce que Garmin va laisser tomber les Vivo Active en disant, bah maintenant, on fait plus que de la MOLED et on va faire des Venu 2, Venu 3? Ou est-ce qu'ils vont poursuivre Vivo Active? Je ne sais pas. Ah, Thomas, un sujet technique sur le cardio. Alors ça, bon, c'est un cardio, c'est le résultat de mes tests. Effectivement, j'ai eu de moins bons résultats cardio avec l'Epix qu'avec la Phoenix 7X. Je pense que doit avoir une densité à peu près similaire et finalement le gros boîtier tient sûrement mieux sur mon poignet. J'avais déjà remarqué ça sur le test de l'Enduro qui pourtant était sur le cardio Gen 3 donc qui n'est pas le même que celui de l'Epix et des Phoenix 7. Et j'avais déjà eu de super résultats avec l'Enduro. Ça m'avait déjà surpris parce que j'avais tendance à dire que les montres lourdes ballottent plus. Et en fait, je pense que une montre lourde, mais qui a une bonne assise, qui est bien large. Alors, je sais pas, c'est peut-être la forme de mon poignet, qui est peut-être un peu plate, j'en sais rien. Donc là, tu vois, Thomas, tu demandes si Garmin peut faire une mise à jour pour améliorer les performances du cardio de l'Epix pour l'amener au niveau de la Phoenix 7X. Je sais pas si c'est quelque chose qui est particulier à moi ou si tout le monde l'a remarqué. Il faudrait qu'on en discute. Il faudrait ouvrir un post dans le groupe Facebook Je ne suis pas un héros mais j'ai une Garmin et voir si d'autres utilisateurs Epix trouvent aussi que le cardio est pas terrible ou bien si tout le monde trouve qu'il est bien, voilà, voir s'ils ont des résultats comme moi. En tout cas, voilà, je vous ai partagé plusieurs relevés et effectivement, ça avait mieux marché sur la Phoenix 7X. Ce qu'il attend sur la Phoenix 955, c'est pas le LTE, mais c'est le géopositionnement à double fréquence. Bien là, je suis pas sûr parce que si Garmin avait mis la double fréquence sur toutes les Phoenix,
Je vous aurais dit que ça va se généraliser sur toutes les Garmin. Là, le fait qu'il l'ait réservé aux modèles Saphir qui sont à quoi, 900 €, 900 € et 1000 € pour les Pix. Du coup, je suis pas sûr qu'ils vont sortir la double fréquence sur une montre de triathlon qui vont vendre 600, 700. Donc, moi, je pense que, en tout cas pour cette année, le multi-GNSS double fréquence, ça sera réservé au modèle Phoenix 7 et Epix Saphir. À voir si mes prédictions sont bonnes. Là, pour le coup, je ne tiens pas de petit carnet de mes prédictions. Ça sera à vous de vous en souvenir. Et puis, vous pouvez lâcher un commentaire le jour où ça sortira, si j'avais raison ou si j'avais tort. On n'a pas parlé de Polar, mais tout simplement parce que Polar maintenant, Vantage M2, V2 et Gritix Pro, c'est un peu toutes des montres qui sont relativement récentes. Donc là, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer. Là, pour le coup, je vous mens pas. J'ai du mal à imaginer ce que Polar pourrait sortir. On aura la surprise. Vous comme moi. Allez, salut à tous, merci, bonne soirée.